quelle est toi ton histoire, Hervé, avec la syntropie chez toi que- Comment Eh ça bien, t'a... ouais, parce que la syntropie, toi, il y a un truc qui m'a. Enfin, comme beaucoup de gens pensent que la syntropie est née au Brésil, hein, avec les merveilleux travaux de Ernst Götsch et la façon dont il a vulgarisé tout ça avec une équipe de chercheurs canadiens, hein. Mais en fait, le concept de syntropie est né en Autriche en 1944. Et on la doit au même gars. Tu connais l'histoire du chat de Schrödinger, là, la physique Uh-huh. quantique, le chat qui est dans sa boîte. Et ben, ce gars-là, c'est ce gars-là qui a écrit un livre, Qu'est-ce que la vie? Où en fait, il s'étonnait de voir que les systèmes vivants semblent défier la deuxième loi de la thermodynamique. La deuxième loi, c'est celle de l'entropie, hein. C'est de l'entropie qui dit que avec le temps, toute l'énergie se dissipe et que finalement l'univers même entier est en train de se refroidir et de rejoindre le néant dans le froid absolu. Voilà. Hein, c'est ce principe du chaos, de diminution globale de la quantité d'énergie. Et les systèmes vivants semblent complètement défier ce truc-là. Hein, et donc voilà, le mot que lui avait utilisé au départ, ce n'était pas syntropie, c'est négantropie, donc le contraire de l'entropie, qui en anglais a été traduit par le mot syntropie. Voilà. Et donc, dans son ouvrage, Qu'est-ce que la vie? Dans la version anglaise, le mot syntropie apparaît abondamment. Et il essaie de réfléchir à ce que pourraient être des systèmes qui fonctionnent à partir de la vie, hein. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le système syntropique, en fait, a été prévu par la science avant d'être réalisé pour de bon. Tu vois, que les scientifiques qui imaginent des choses, et puis un beau jour, il y a un gars qui fait l'expérience, ah ouais, ça marche, quoi, tu vois. Hein, donc, ces systèmes ont été prévus initialement par des chercheurs, et des chercheurs d'assez haut niveau, Schrödinger, hein, notamment. Hein, ouais. Et donc, voilà, on peut se replonger un petit peu dans cette littérature. Alors, ce livre est en 1944 qu'il est sorti, hein, donc pendant la guerre, hein, mais donc de travaux qui a entre 1930 et 1940, quoi, on va dire. Hein. Et son chat, je crois que c'était en 1933. Hein. Et c'est à la suite de ça, de ce gros paradoxe, qu'est né le paradoxe de la négantropie, en fait. Excellent. Mais alors, Ah, bon, mais moi, je me alors, pose une question, Hervé, c'est si tout le vivant a tendance à s'organiser pour un grand concert de syntropie, alors qu'est-ce que nous, on vient faire là-dedans? Qu'est-ce que c'est que cette culture? Pourquoi on invente? Pourquoi les chercheurs ont besoin d'inventer de la syntropie? ouais, c'est parce qu'en fait, on ne sait pas comment ça fonctionne, la vie. Tu vois, on ne sait pas du tout, en fait. On imagine des choses. Donc, la permaculture est une façon de designer des systèmes, des écosystèmes, en fait, hein, des écosystèmes humains, et en proposant une approche qui est, je trouve, la moins mauvaise qu'on ait actuellement sur le marché, quoi. Et là-dedans, en fait, hein, dans cette mouvance-là, la syntropie peut tout à fait trouver une place. Et pour moi, en fait, c'est une façon d'apprendre à faire avec la nature. Et dans ma vision, mon ressenti en tout cas, hein, à l'origine, je suis musicien. Et donc, j'aime bien. J'ai passé une grande partie de mon enfance, ma jeunesse, et même toujours actuellement. Il y a le piano qui est là derrière. Une partie à faire des gammes, à m'entraîner. Et puis maintenant que j'ai les doigts un peu raides, et ben, il faut faire des gammes un petit peu plus longtemps pour arriver à délier un peu les doigts. À faire des gammes. Pourquoi faire des gammes? Pourquoi répéter? Pourquoi répéter en permanence? euh, Ça n'a aucun intérêt de répéter, hein. Juste d'essayer de maîtriser une technique et une fois qu'elle est maîtrisée, d'essayer d'en faire un art, d'essayer de faire quelque chose qui nous soit propre. Et je pense que c'est ça un petit peu l'enjeu de tout ça, c'est qu'on peut, comme quand on compose un morceau ou comme quand
réalise une peinture avec toute une palette de couleurs, eh ben, on a à notre disposition toute une palette d'êtres vivants et que ces êtres, en fait, on peut essayer de les agencer dans un espace pour faire quelque chose qui vibre avec nous, quoi, hein. Et le système, justement, que propose Gutsch, hein, il m'a bien plu parce qu'en fait, quand on voit ces plantations, moi, je vois des partitions, je vois des notes de musique, je vois des rythmes, je vois des tas de fausses notes aussi, et qui créent justement des- de nouvelles potentialités, des choses étonnantes, quoi, en fait, hein. Et puis, qui témoignent finalement d'un truc qui est hyper important, c'est que la vie est belle. Voilà, et ce qui m'a beaucoup ému finalement dans cette approche, c'est que ça nous laisse la capacité à chacun de trouver, de nous exercer dans un premier temps, de nous exercer à à agir avec la nature, à co-créer quelque chose, co-créer un écosystème, hein, et dont la nature fait partie justement des instrumentistes. Je ne suis pas tout seul. La nature n'est pas qu'un instrument de musique, elle est aussi une créatrice de tas de choses, quoi. Voilà, et d'essayer de trouver une façon de faire de la musique, de faire œuvrer, co-œuvrer enfin, mon travail, faire émerger le fruit de la terre, de la vie et de mon travail, en fait. Voilà. Hmm. C'est ça qui m'a vraiment touché, qui m'a fait du bien finalement dans la démarche de Gutsch. Ouais. Après, bien sûr, j'ai remis tout ça à ma sauce, hein, en y croisant mes propres données, mes propres travaux, mes propres expériences, hein. Et puis, en fait, ça m'a aussi permis de voir que il y a plein de gens qui font ça et qui n'appellent pas ça synthropique. J'ai une amie là dans la Creuse, Chloé. Hmm. Chloé qui a mis en place chez elle un système mais d'une efficacité mais complètement étrange. Et elle a composé ça de façon très sensible avec les esprits de la nature. Et elle est arrivée à un système qui est fait comme une grande partition de musique. Je pourrais vous montrer quelques photos tout à l'heure, hein. On pourrait même commencer par ça, de regarder le lieu de chez Allez. Chloé, tellement qu'il est inspirant. Comment je fais le partage d'écran? Ouais, Partage normalement, d'écran. je t'ai autorisé à partager l'écran. Donc, tu peux, en bas, il y a un bouton avec une flèche vers le haut, écran partagé. Et partager. Et quand tu cliques dessus, il va te demander quelle fenêtre qui est ouverte dans ton ordinateur tu souhaites afficher. Ouais, Donc, il faut que tu affiches ta photo sur ton ordi et tu indiques le lien. Voilà, je crois que c'est voilà. Je fais le partage d'écran complet, comme ça, on super. pourra. Parce que si je mets le PowerPoint, après, je ne vois plus les trombines des uns et des autres. Où est-ce qu'il est, le truc de Chloé? Il doit être quelque part. Saram. Chloé, où es-tu? Je crois que je l'ai mis par là. Ah ben voilà. Voilà, Chloé vue d'en haut. Vous voyez là, c'est bon? Ouais. Ouais, ouais, on voit le cœur, Le les cœurs, cœur. les Les cœurs. cœurs, toi-même, Samar a une forme de cœur. Même l'île sur la mare a aussi une forme de cœur. Et donc ça, c'est vu d'en haut avec un petit drone. C'est Damien Decars qui a fait, qui a joué, il a fait un reportage sur le site de Chloé. Et donc Chloé m'a refilé les photos de Damien, en fait. Et ça, c'est vu du cœur, de la pointe du cœur, là, quand on est là, tac, et on regarde par là. Et ça, c'est ce qu'on voit, en fait. On voit des lignes d'une grande diversité. Alors, les lignes les plus anciennes sont en haut, les arbres sont plus grands, et au fur et à mesure, ça s'est agrandi, et puis ça s'est rapproché du cœur, en fait, hein. Hmm. Et donc, une grande multitude d'arbres, de petits fruits, de maraîchage, hein, on produit beaucoup de légumes entre tout ça. Et, et donc, avec une espèce de grande tension chez elle, parce qu'il n'y a pas d'eau, hein. Et avec les grandes canicules qu'on a eues, ça a été vraiment très, très, très compliqué, hein, d'assumer la production légumière quand il n'y a pas d'eau. Et donc, ce qui fait qu'elle a un peu intensifié sa façon, enfin, sa, sa façon de mettre du végétal partout. Voilà. Hmm. Je trouve Super. ça beau. Ouais, c'est magnifique. Et
Du coup, tu dis qu'elle a travaillé de manière sensible. Ouais. Est-ce qu'elle a mis en place un peu des gammes, comme tu dis, Ah, ben en ouais. répétant des choses, ou est-ce qu'elle a vraiment agi de manière complètement intuitive? Ouais, ouais, non, mais il y a des gammes, toi. Il y a des lignes qui vont être plus Ouais. prunes, des lignes pommes, des lignes pêche, et puis entre des petits fruits. Enfin, elle a composé, enfin, principalement avec des plantes fruitières, des porte-greffes, des plantes greffées aussi, et puis des petits fruits. Et puis après, elle a mis plein de trucs pour la biodiversité, histoire d'avoir tout le temps, que les insectes aient tout le temps des fleurs à butiner, des pucerons à manger. Et voilà. Hmm. Hein. Et on voit qu'il y a une forte densité. Ouais. Est-ce que finalement elle se retrouve un peu dans la même disposition que Ernst à avoir des plantes un peu de toutes les strates et Ouais, ouais. Et ça de tous les âges? ouais, c'est un élément très important des designs, on va dire, synthropiques ou même de façon générale, voilà, qu'on peut symboliser par ça. C'est-à-dire que quand on a une culture homogène, Hmm. hein, donc là c'est des arbres, mais ça pourrait être du blé, ça pourrait être des salades, enfin n'importe quoi, toi. Hmm. Les courants d'air qu'il y a au-dessus sont laminaires. L'air circule et donc interfère relativement peu, et même s'accélère sur des surfaces un peu lisses. Hein. Et dès qu'on a du relief, de l'hétérogénéité, les courants d'air sont plus laminaires et font des tourbillons. Alors maintenant on dit vortex, hein, ça fait sympa de dire vortex. Hein. Autrefois on appelait ça des turbulences. Donc un régime de turbulence, un régime de vortex. Hein. Et donc, ces vortex donc, sont des motifs qui condensent. Tu vois, et ça se fait à toutes les échelles. Si c'est de la neige, tu vois, de la neige à gauche, le motif fuyant, ça va être de la neige tassée, un peu verglacée. Et de la neige poudreuse, ben, tu vois, quand la neige est juste tombée, ben, ça glisse moins bien. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de la même façon, donc une espèce d'adhérence. Donc, ces motifs hétérogènes sont des motifs qui condensent l'eau, qui condensent tout, qui condensent l'air, qui condensent. Hmm. Et alors, c'est un des éléments un peu compliqué à comprendre. Enfin, il est tout facile à comprendre. Il est un peu compliqué à expliquer parce que c'est de la thermodynamique. Et je vais juste reprendre ça. Je crois que j'avais fait quelques petites. Ils sont où? Ils sont où? J'ai trop de diapos. Là, 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 là. C'était la carte avec les températures que tu voulais voir? Vue plus haut? Non, c'était. Attends, je vais le réduire, celui-ci, et puis je pense que je l'ai sur mon bureau directement. Euh, Touk, touk, touk. Données de base. Mm. Ça, c'est une dimension que j'ai complètement découvert avec toi. C'est-à-dire que je voyais la syntropie comme au niveau de ce qui se passe dans le sol et je ne le voyais pas du tout au niveau du microclimat de Ouais. l'eau, etc. C'est vrai que c'est une dimension hyper intéressante. Alors, excuse-moi, Capacité à on va adapter. retourner dans le Ouais. eau. Voilà, cultiver la pluie. Voilà, on va retrouver ça là-dedans. Tous mes PowerPoint commencent toujours par la même diapo. La vie est belle. Voilà, comment est-ce qu'on cultive la pluie? C'est que la pluie se cultive. Ah ben, je ne vais pas retrouver mon truc de thermodynamique là. Bon, ben écoutez, c'est pas grave, ça veut dire qu'il ne faut pas que je le montre. Un petit graphique normalement qui explique que eh ben, quand il fait 20 degrés et que l'humidité, qu'il y a 50% d'humidité dans l'air. Dès que la température atteint, on va dire 10 degrés, hein, l'eau va commencer à se condenser Mm. et donc à faire de la rosée. Hein. Quand la plante transpire, on va passer de 50% d'humidité à 70% d'humidité sous le feuillage. Et là, il va suffire qu'on ait des zones à 16 degrés, à 70% d'humidité,
pour que la condensation, qu'on appelle le point de rosée, intervienne. Voilà, donc plus il y a de l'humidité dans l'air, moins il faut qu'il y ait d'écart entre la température chaude et la température froide pour qu'il y ait de la condensation. En hiver, l'eau, quand on a la chambre, ça se condense sur la vitre de la chambre, hein, qui est beaucoup plus froide. Mais ce qui m'a étonné, en fait, c'est que plus la température est haute, plus le différentiel de température est faible. Quand il fait 40 degrés, donc ce qui fait super chaud, alors non seulement l'air chaud peut contenir beaucoup de vapeur d'eau, hein, c'est pour ça que quelquefois, ça fait très moite quand il fait chaud, mais quand il fait 40 degrés, dès qu'il fait 28 degrés à 50% d'humidité dans l'air, dès qu'il fait 28 degrés, l'eau se condense. Et donc ça veut dire qu'une plante qui transpire, quand elle va se retrouver dans un motif un petit peu comme ça, la plante qui transpire, donc elle va tout de suite recapter dans le sous-bois, dans la sous-végétation, dans le couvert végétal, elle va tout de suite capter une partie de l'humidité qui est transpirée. Et il y a un chercheur russe, une fille qui a fait sa thèse là-dessus, là, qui montre même que à l'échelle d'un écosystème, la même eau peut circuler plein de fois presque dans la même journée. Hein, l'eau se transpire, une partie de cette eau va se condenser, va retourner dans le sol, hein, et puis après elle va être réabsorbée, retranspirée, ainsi de suite. Et elle, ce qu'elle a montré, c'est que dans un lieu, même dans un jardin, même sur une toute petite hétérogénéité dans un jardin, quand on a des hétérogénéités comme ça, quand on a des hétérogénéités de surface, et bien, en fait, avec 100 mm d'eau, on peut transpirer 200 mm d'eau, presque le double. Enfin. Et cette eau qui se condense, c'est de l'eau qui n'apparaît jamais dans les pluviomètres. C'est de l'eau pour elle apparaît directement. Donc moi, je m'étais amusé à faire l'essai, le calcul, donc à partir de données satellitaires. Donc ça, c'est une petite parcelle qui est juste à côté de chez moi. Moi, j'habite là, où j'ai mis ma souris, là. Et donc, c'est une partie de verger que j'ai commencé à nettoyer d'un côté et puis pas de l'autre. Hein. Donc ça, c'est le côté où il y avait toutes les ronces, où il y avait un sous-verger, un sous-bois très dense. Et c'était pendant, donc là c'est une photo de satellite Sentinelle, là, du 8 septembre 2019, et donc c'était pendant la deuxième canicule, la canicule sèche la plus rude qu'on a eue là, en 2019. Hein. Et ce qui était bizarre, c'est que là, on voit l'eau qui se condense, hein, c'est ce que le satellite montre, les points de condensation. C'est même mesurable par satellite. Et donc, sur la période de 10 jours, je veux aussi faire des mesures de terrain pour bien étalonner les mesures. Et sur la période de 10 jours, en fait, j'ai eu en moyenne des nuits entre 2 et 4 mm d'eau qui se sont condensées dans cette zone-là. 2 à 4 mm d'eau, ça fait, sur les 10 jours de la canicule, ça m'a fait 30 mm. C'est-à-dire comme si j'avais eu un gros orage à cet endroit-là. Alors que partout ailleurs, à la fin de la saison, à la fin de la canicule, les arbres avaient perdu leurs feuilles. C'était comme en automne, pourtant on n'était qu'à la mi-septembre. Et cette partie-là, c'est très, très bien comporté, c'est très bien remise de la canicule, quoi. Donc, c'est un phénomène qui est très puissant, en fait. Et à mon sens, c'est un peu ça qui explique. On sait maintenant, il y a plein de trucs, que les arbres font tomber la pluie, et ainsi de suite, mais ça fait tomber la pluie, mais à chaque fois que ça s'évapore, qu'il y a de l'évapotranspiration, moi, j'avais toujours l'impression que cette évaporation, elle allait dans les nuages et puis ça allait tomber 500, 600 km plus loin. En fait, il y a d'autres cycles beaucoup plus courts. Hein. Alors, aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans le détail, mais on a trouvé 7 cycles de l'eau différents qui permettent d'hydrater en fait nos cultures. Et dans celui qui est lié à la condensation, donc est lié donc à l'hétérogénéité, on comprend que quand on a un système fuyant, ah ouais, parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça condense tant d'eau? J'ai oublié de dire ça, c'est important. Quand dans le sous-bois, là, l'eau se condense, ça veut dire que l'air va perdre de la matière.
et ça crée une dépression, petite dépression. Hein. Il y a moins de matière au niveau de climat, entre les hautes pressions et les basses pressions, ça crée une dépression. La dépression, elle attire l'air chaud et humide à elle. Une dépression, ça agit comme un aspirateur. Et donc, ça va maintenir un flux d'air qui va durer, et alors cet été 2019, ça a duré jusqu'à 5 heures en début de nuit. 5 heures de temps. Alors même si tu as il n'y a que quelques milligrammes d'eau dans l'air, dans un mètre cube d'air, tu vois. Mais si ce processus, donc avec un vent de 10 km/h, ça va faire, pendant 5 heures, ça va faire 50 000 mètres cubes d'air qui vont passer, qui vont se condenser, et le système s'auto-entretient finalement par la condensation. Voilà. Et c'est pour ça que ça fait des gros volumes d'eau. Ouais, excellent. Ouais. Alors, c'est un truc qui est étonnant. Donc, on pourrait donner après, pour ceux que ça intéresse, les sources bibliographiques de ces travaux. C'est des travaux de thermodynamique. C'est un peu ardu, mais c'est très, très, très intéressant. Voilà. Et voilà, donc pour moi, c'est pour ça que quand on plante des arbres, au bout d'un moment, les sources recoulent. C'est-à-dire qu'avec tous ces cycles différents de l'eau, de condensation, de composés organiques volatiles qui vont aussi faire tomber la pluie, de rosée le matin, de toutes ces choses-là, ça va faire qu'au bout d'un moment, il y a tellement d'eau qu'il faut bien qu'elle sorte, et c'est là que les sources se remettent à couler. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se fait à toute petite échelle. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir des hectares pour Alors, ce phénomène-là. voilà. Alors, si on veut qu'il y ait de nouveau, est-ce qu'avec un bosquet, on arrive à avoir ça? Avec un bosquet. Et toi, moi, j'habite sur un endroit, un cause, c'est complètement désert, c'est très, très, très aride. Et puis voilà, j'ai une partie de mon cause où par fortuitement, ça s'est trouvé comme ça. Et alors après, depuis, avec les photos satellites, je me suis amusé à observer tous les endroits où il y avait des condensations quand il fait très chaud. Et puis finalement, toujours réobserver les mêmes motifs. Qu'est-ce qui va faire que l'eau va se condenser à un endroit? En fait, c'est simplement qu'on a un sous-bois dense, un sous-bois très dense, avec plein de lierre, avec toute cette végétation, un feuillage persistant qu'il y a dans les sous-bois, là, dans les zones méditerranéennes. Voilà, ce sont des zones vraiment de forte condensation. Aujourd'hui, pour les incendies, on est en train de bousiller tous les sous-bois parce que ça brûle. Mais en fait, en bousillant et en coupant toutes les broussailles inflammables, soi-disant, des sous-bois, on note à la forêt la capacité de capter cette eau de condensation. Voilà. Un peu triste. Voilà. Super. Et tac. Voilà, donc ça juste pour évoquer un des principes. Pour ceux qui le souhaiteront, on pourra faire des formations plus prolongées sur la syntropie, sur les cycles de l'eau, pour essayer de mieux comprendre comment on peut piloter toutes ces choses-là. Mais en fait, c'est tout facile. Pour moi, le modèle, c'est la forêt tropicale humide. Et donc, quand on passe en avion au-dessus d'une forêt, on a l'impression d'être au-dessus d'un brocoli, tu vois. Et la forme que devrait prendre notre végétation, notre jardin, devrait prendre la forme d'un chou romanesco, là, comme ça, avec plein de bosses, de creux, à plein d'échelles différentes. Et plus il y a de grandes bosses, on peut imaginer, toi, toujours sur ce dessin-là, que ça puisse être même un petit vallon, que dans le petit vallon, on puisse faire des lignes d'arbres avec des petites clairières, et que même dans les petites clairières, ça peut être des petites lignes de petits fruits avec encore du thym ou une plante rampante en dessous, que sous les arbres, on puisse avoir aussi des petits trucs buissonnants, que sous les grands arbres, on puisse avoir du lierre et des tas de choses qui condensent l'eau, et faire un truc qui marche bien, quoi. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous voulez retrouver l'intégralité de cette conférence, rejoignez-nous sur notre site internet. Inscrivez-vous sur notre plateforme pédagogique pour rejoindre notre communauté apprenante. Vous y découvrirez bien plus de contenu. Et en nous soutenant, vous participez non seulement à la création de nouveaux contenus inspirants, mais aussi à l'investissement dans des projets régénératifs, l'accompagnement de nouveaux projets, peut-être le vôtre un jour. J'espère à tout bientôt.